Dans Ici 19h, nous prenons le temps d'aller à votre rencontre. Et cette semaine en Saône-et-Loire, ce soir sur des lieux qui racontent des périodes troubles, ceux de la ligne de démarcation à Chalon-sur-Saône, où nous allons découvrir la passion du maire, Gilles Plattret, pour l'histoire, loin des habituelles polémiques politiciennes, grâce à Sébastien Quéroux. Elle a coupé la France en deux entre 1940 et début 1943. La ligne de démarcation a longtemps marqué les esprits. Cette ligne de 1200 km qui séparait la zone libre de la zone occupée durant la Seconde Guerre mondiale a également scindé en deux le département de la Saône-et-Loire. Mais aujourd'hui, les vestiges de cette période sont peu nombreux. Alors, pour éviter que les souvenirs s'effacent à leur tour, avec la disparition des derniers témoins, certains tentent de préserver cette mémoire. C'est le cas notamment de Gilles Plattret, historien, mais aussi maire de Chalon-sur-Saône. Gilles Plattret qui a récemment publié un livre très personnel sur la ligne de démarcation. Bonsoir Gilles Plattret. Bonsoir. On se trouve ici près du pont des Chavannes, là où se trouvait il y a plus de 80 ans maintenant la ligne de démarcation. Vous pouvez nous expliquer où se trouvait la partie libre et la partie occupée? Quand vous regardez le pont, vous avez deux France. C'est ça qui est extraordinaire. C'est un pont qui est creusé sur un petit canal artificiel du XVIIIe siècle. C'est pas la Saône, c'est quelque chose qui est juste à côté de la Saône. De ce côté-là, c'était la France dite libre, et de l'autre côté, la France occupée. C'est-à-dire que ce pont servait de frontière, et quand on devait passer d'un côté à l'autre, on devait évidemment se soumettre à des contrôles. Les soldats allemands gardaient ce pont avec les guérites que vous voyez de l'autre côté, un pré-contrôle, et le point de passage qui était au bout de ce pont. Donc on est vraiment entre deux France. Ça veut dire que ces cabanons jaunes que l'on voit, ce sont les derniers vestiges alors de la ligne de démarcation? En fait, ils sont plus anciens. C'est des vestiges qui datent de la fin du 19e siècle. On avait un octroi, on payait l'impôt pour rentrer en ville. Ouais, on a toujours été très inventifs en matière fiscale en France. Et donc, ils sont tombés en désuétude. Ils étaient occupés par un matelassier en 1940. Les Allemands les ont réquisitionnés en disant « vous allez ailleurs, nous on en a besoin ». Et il y avait une ligne téléphonique entre ces guérites que vous voyez là et l'autre bout du pont pour savoir si tout se passait bien et si on pouvait laisser passer la personne. Donc c'est vraiment le pont frontière entre la zone occupée et la zone libre. Et on précise aux téléspectateurs qu'en dehors de votre mandat de maire de Chalon-sur-Saône, vous êtes également historien et vous avez d'ailleurs publié récemment un livre qui raconte les souvenirs de votre mère durant cette période. Votre mère avait une dizaine d'années, je crois, à l'époque. Quels sont les souvenirs les plus marquants qu'elle vous a racontés? Elle vivait à côté de Chalon, parce que cette ligne se prolongeait ensuite. Elle venait ici par le Doubs et par la Saône. Et à Chalon, elle prenait la route en direction du Creusot. Et la ferme familiale, la ferme de mon grand-père, a été coupée en deux par la ligne de démarcation. Donc les souvenirs qu'en a ma mère, qui a une mémoire extraordinaire, elle avait 7 ans en 1940, ça a été des souvenirs très durs, parce que le risque constant, quand on passait de l'autre côté de la route pour aller à la ferme, on risquait de se faire tirer dessus, c'est ce qui s'est passé pour ma grand-mère. Des risques aussi constants d'aider ceux qui passaient en fraude la ligne. Et la famille a modestement, mais assurément, aidé aussi des passeurs. Donc tout ça, c'est une période terrible. On ne devrait jamais faire subir ça à des enfants. En tout cas, 80 ans plus tard, ils s'en rappellent encore très très bien. Vous avez mis 3 ans, je crois, à recueillir tous ces souvenirs. Pourquoi c'était important pour vous de le faire? C'est important parce que d'abord, c'est des souvenirs familiaux. C'est aussi notre patrimoine. Et moi, je reste convaincu comme historien que tout n'est pas dans les archives écrites, que la mémoire est elle-même porteuse d'histoire. Il y a, au fond de la mémoire de nos anciens, des trésors insoupçonnés. Il faut absolument les écouter avec un téléphone. On peut très facilement enregistrer, peut-être publier demain, et ça sera une richesse extraordinaire pour les générations qui viennent. Eh bien, merci beaucoup Gilles Plattret. Et d'ailleurs, puisque l'on parle de tous ces souvenirs, il y a un musée qui existe aujourd'hui en Saône-et-Loire. C'est d'ailleurs le seul musée qui est consacré à la ligne de démarcation. Ça ne se passe pas à Chalon-sur-Saône, mais à Genelard. C'est à 60 km d'ici. Bonsoir Agnès Jaffre. Bonsoir.
Vous êtes la responsable du pôle culturel et touristique de Genelard, dont fait partie le centre d'interprétation sur la ligne de démarcation. Alors on parle bien de centre d'interprétation et pas de musée. C'est quoi la différence? La différence, c'est que dans un musée, on propose des collections, des objets historiques, et ce n'est pas le cas ici. Ici, nous avons des reproductions de documents, de photos, des archives. Chaque année, vous recevez environ, je crois, 1 millier de visiteurs dans Oui. ce centre d'interprétation. Oui. Qu'est-ce que vous leur proposez à travers la visite de ce lieu? De découvrir l'histoire de la ligne de démarcation en France. Voilà la ligne qui a traversé les 13 départements. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées justement à Genelard du temps de la ligne de démarcation. Ça a été compliqué, très compliqué, les premières semaines d'occupation, lorsque la ligne de démarcation en Saône-et-Loire était matérialisée par le canal du Centre. Donc Genelard était coupé en deux. Donc bien sûr, il fallait toujours traverser la ligne. Il y avait des propriétés qui étaient coupées en deux. Par exemple, vous avez ici une photo du café de la Poste qui était le point de rendez-vous des passeurs. Et quand la ligne de démarcation a été retracée plus au sud, Genelard a été entièrement en zone occupée. Eh bien, merci beaucoup Agnès Jaffre. Et on précise que ce centre d'interprétation de Genelard est ouvert depuis 2006. Il avait failli fermer en 2015 suite à des difficultés financières. Bonsoir Jean-François Jeunet. Bonsoir. Vous êtes le maire de Genelard. C'était important de sauver ce lieu qui est unique en France? Oui, c'est important parce qu'effectivement, on a ce devoir de mémoire vis-à-vis des jeunes générations et aussi le respect des générations anciennes pour transmettre effectivement toutes ces valeurs. Alors cette année, on va fêter les 80 ans de la Libération. Est-ce que ce centre va évoluer dans les mois, les années à venir? Vous avez prévu de recourir par exemple à plus de nouvelles technologies pour un peu plus d'interactivité? Oui, parce que ce centre qui a été conçu il y a une vingtaine d'années, effectivement, c'est quelque chose de plutôt réservé, entre guillemets, à des gens férus d'histoire et on touche un peu moins le jeune public. Et donc notre ambition, c'est effectivement de revoir la scénographie de façon à avoir des choses plus interactives, plus ludiques, qui s'adressent à des générations plus jeunes. Eh bien, merci beaucoup Jean-François Jeunet. Et pour les téléspectateurs qui souhaiteraient découvrir ce lieu, sachez qu'il est ouvert uniquement les lundis, mercredis et vendredis pendant la saison hivernale et 6 jours sur 7 à partir du printemps. Demain, dans Ça se passe ici, nous retournerons à Chalon-sur-Saône dans un autre musée, le musée Nicéphore Niepce, pour parler d'histoire de photographie.